C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la fracture au Sénégal. Le pays est dans l'attente d'un nouveau Premier ministre depuis l'éviction d'Ousmane Sonko à la primature par le président Bassirou Diomaye Faye. Le président du Parlement a également démissionné. On connaîtra le nom de son remplaçant ce mardi. Nous serons à Dakar dans ce journal. Le Bénin, un nouveau gouvernement. 10 jours après sa prise de fonction, le nouveau président Romuald Wadani a choisi son équipe composée de 24 ministres, dont 6 femmes. On sera à Cotonou dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on vous parle d'un ouvrage, Massacre en Kabylie, une enquête sur des violences coloniales menée par la documentariste et journaliste Safia Kessas et l'historien Fabrice Rispouti. Interview à la fin de cette édition. L'instabilité institutionnelle se poursuit au Sénégal. L'éviction d'Ousmane Sonko à la primature par le président Bassirou Diomaye Faye samedi est un séisme politique. Ce dimanche, El Malick Ndiaye a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Le Parlement sénégalais connaîtra le nom de son prochain président ce mardi. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Cette décision procède avant tout d'un choix personnel guidé avant tout par ma conception des institutions, de la responsabilité publique et de l'intérêt supérieur de la nation, a écrit ce dimanche sur Facebook le désormais ex-président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui quitte donc le perchoir de l'Assemblée nationale. Son remplaçant devrait être connu ce mardi car les députés sont convoqués en plénière avec 2 ordres du jour. D'abord, la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko, qui avait été élu député lors des dernières législatives, avait suspendu son mandat et devrait donc retrouver son fauteuil à l'Assemblée nationale. Le deuxième ordre du jour, c'est l'élection de nouveau président de l'Assemblée nationale. Et vu qu'Ousmane Sonko est le leader de la majorité parlementaire, le PASTEF, le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, tout porte à croire qu'il pourrait être le prochain président de l'Assemblée nationale. Un scénario contesté par l'opposition qui estime qu'Ousmane Sonko, n'ayant pas exercé cette fonction de député, il ne peut donc pas revenir à l'Assemblée nationale. La députée non inscrite Anta Babacar Ngom parle même de braquage institutionnel si ce scénario venait à se produire. On part à présent en Guinée, où à quelques jours de la Tabaski, la fête de l'Aïd el-Kébir, la tension monte dans les marchés à bétail. Entre flambée des prix, rareté des animaux et inquiétude des ménages, de nombreuses familles craignent de ne pas pouvoir acheter le mouton cette année. La crise sécuritaire au Mali en est la cause principale. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Dans plusieurs marchés à bétail que nous avons sillonnés ce matin à Conakry, l'ambiance est bien différente des années précédentes. Les quelques clients qui viennent repartent souvent les mains vides. Le peu de moutons disponibles est hors de portée pour de nombreux ménages. Selon plusieurs vendeurs, cette hausse des prix s'explique par les difficultés d'acheminement du bétail depuis le Mali, principal fournisseur des marchés guinéens. Le blocus imposé par le GNIM autour de Bamako perturbe fortement le transport des animaux vers la Guinée. Cette année, les moutons vraiment sont un peu chers par rapport à l'agression des terroristes au niveau de Mali. Là, parce que là-bas, c'est là-bas qu'on va acheter le mouton. Mais maintenant, il n'y a pas de route pour aller Mali-Bamako pour acheter le mouton. C'est ce qui a fait que cette année, le prix du mouton est un peu élevé. Les animaux de 95%, ça vient de Mali. Le conflit qui est au Mali comme ça, là maintenant, pour avoir le mouton là-bas, ce n'est pas facile. Face à cette situation, de nombreuses familles craignent de ne pas pouvoir acheter de moutons cette année pour célébrer la Tabaski. Pour rappel, depuis les attaques du 25 avril, on reste sans nouvelles de plusieurs commerçants guinéens partis s'approvisionner en bétail au Mali. Et on verra que le même problème se pose en Côte d'Ivoire. On aura un reportage dès demain. Au Bénin, moins de 10 heures à peine après avoir prêté serment, le nouveau président Romuald Wadani a déjà son équipe, un gouvernement de 24 membres, dont 6 femmes, personnalités connues et nouveaux profils, et surtout des choix qui en disent long sur ses priorités. On fait le point avec notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Soudji.
À peine installé, Roma El Wardani imprime déjà son rythme. Quelques heures seulement après son investiture, le nouveau chef de l'État a dévoilé son gouvernement. Alors, au total, ce sont 24 membres. Dans cette équipe, un équilibre qui est assumé entre continuité et renouveau. 7 ministres de l'ère Patrice Talon sont reconduits. Vous avez Yvon Detchenou qui reste à la justice, Benjamin Hunkpathi à la santé. Mais la majorité des postes, ce sont de nouveaux visages. Des technocrates au profil très pointu avec des CV qui pèsent lourd. Alors on le voit, l'économie et les finances est un ministère stratégique pour le chef de l'État. Il a donc mis à sa tête Aristide Médénou, son ancien proche collaborateur. La diplomatie aussi change de visage. Corinne Amaury-Brunet, jusque-là ambassadrice du Bénin en France, elle prend les affaires étrangères. Et Olusegun Bakari, lui, quitte ce ministère pour un portefeuille élargi, tourné vers le tourisme, le commerce extérieur, l'industrie et enfin l'investissement privé. Autre choix fort, l'intérieur et la défense sont désormais directement rattachés à la présidence via 2 ministères délégués parce que la question sécuritaire reste sensible. Et puis enfin, sachez qu'aucun des opposants ralliés au camp présidentiel durant la campagne n'a été nommé au gouvernement. Ce soir, on vous parle d'un livre, d'une enquête qui partait au départ de questionnements personnels, d'une histoire de famille et qui a abouti sur l'histoire avec un grand H. Massacre en Kabylie, c'est le titre de cet ouvrage, un ouvrage coécrit par Safia Kessas et Fabrice Rispouti. Il évoque un massacre le 23 mai 1956, il y a 70 ans, presque jour pour jour. L'armée française exécute sommairement 75 villageois à Itssoula, Tazrout et Agouni, dans la vallée de la Souma, en Algérie. Près de 200 femmes sont rassemblées dans une mosquée, dénudées de force et parfois violées. Ce soir, on reçoit sur ce plateau l'historien Fabrice Rispouti et nous sommes en direct de Bruxelles avec la documentariste et journaliste Safia Kessas. Bonsoir Safia, merci d'être avec nous. Je vais commencer par vous tout d'abord. Quel a été le déclencheur pour mener cette enquête et écrire ce livre ? Écoutez, moi, je suis née en Belgique. J'ai grandi avec un récit sur la guerre d'Algérie autour de martyrs, de figures de résistance. Tout ça était vrai, mais en déroulant un peu tous ces récits, je suis tombée dans mes recherches sur une phrase assez interpellante autour de ce massacre. Et cette phrase disait les femmes qui nous plaisent, on les prend, les hommes qui nous plaisent pas, on les tue. Et en fait, à partir de là, je me suis rendu compte que, comme beaucoup d'enfants, entre guillemets, de la diaspora, on a des récits écrans, et derrière ces récits écrans, il y a des voix qui n'attendent qu'à être entendues. Et en l'occurrence, ici, ce sont celles de femmes qui sont concernées au premier chef et qui, dans ce contexte-là, n'avaient jamais parlé. Donc c'est cette phrase, si vous voulez, qui nous a guidés vers ces villages. Alors, comment s'est passée l'enquête sur le terrain ? Les gens parlent-ils facilement ? Les gens parlent très facilement, en réalité, à partir du moment où on les approche avec une écoute qui est une écoute active, qu'on contextualise, qu'on explique ce vers quoi on veut aller. La parole se libère, entre guillemets, assez facilement. Et il faut quand même bien noter ici, dans ce contexte, que ce sont souvent les fils ou les petits-fils qui nous ont emmenés vers leur mère ou leur grand-mère. En réalité, il y avait des récits qui se transmettaient de façon feutrée au sein des familles, mais qui ne sortaient pas de la famille. Et ce sont en fait ces leviers au sein des villages qui nous ont conduits vers ces femmes. Et puis, une fois que la confiance a été tissée avec ces femmes, elles ont parlé librement et d'une façon qui était aussi assez interpellante dans la mesure où le récit était très chronologique, très précis, presque minute par minute, j'ai envie de dire. Et puis, elles savent aussi elles-mêmes qu'elles ont entre 85 et 93 ans aujourd'hui, quelles sont les dernières et que cette transmission, elle est importante pour les générations qui suivent. Alors Fabrice Rispouti, merci d'être avec nous aussi pour parler de ce livre. Vous vous êtes rendu aussi en Algérie, dans la vallée de la Souma, mais vous avez rencontré ces témoins. Comment vous avez vécu cette enquête sur le terrain, cette rencontre avec ces personnes ? Écoutez, moi j'ai été très impressionné par les récits des hommes sur le massacre, l'exécution
sommaire collective de 75 hommes en quelques heures par l'armée française, mais surtout également par le témoignage de ces vieilles femmes qui nous ont, auxquelles on a accédé en passant naturellement par leurs fils, parce qu'elles sont très âgées, mais qui ont parlé d'un sujet qui est réputé et qui est effectivement tabou, avec une détermination à raconter, une colère encore intacte, extrêmement impressionnante et vraiment très émouvante. On ne donne pas assez la parole à ces témoins, finalement. C'est ce que vous avez pu constater. Les historiens, en général, se sont peu intéressés encore à cette partie de la population algérienne qui a joué un rôle très important dans la guerre de libération, sans être forcément des combattants, des militants du FLN. Je parle de tous ces villageois, des régions, en particulier des régions montagneuses où il y avait des maquis, qui ont apporté une aide logistique considérable et qui ont payé souvent extrêmement cher. Alors c'est le cas précisément de ces villageois et villageoises d'Aïtsoula, Tazrout et Agouni, et qui ont payé très très cher leur participation. Alors ces massacres, on en parle peu et ils sont peu connus en France, mais vous l'expliquez dans ce livre, cela fait partie de ce que l'on appelait la pacification. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Oui, alors bon, vous savez, ce qu'on a fait avec Safia, c'est ce qu'on appelle en géologie un carottage, dans une veine au sens géologique du terme extrêmement importante, très dense et qui affleure encore en Algérie un peu partout. C'est un exemple parmi d'autres de ces représailles collectives meurtrières qui faisaient partie, effectivement, de ce qui était découlé de la doctrine officielle de l'armée française à ce moment-là, qu'on appelle la doctrine de la guerre révolutionnaire ou de la guerre antisubversive, qui considère que le but de la guerre, c'est le contrôle à tout prix de la population civile. Et c'est une doctrine qui, de fait, abolit la distinction classique dans les guerres entre combattants et non-combattants, entre civils, non-combattants et combattants. Et voilà. Et donc, ces militaires qui viennent là pour opérer un massacre qui est prémédité, puisqu'on a établi qu'il s'est fait à partir d'une liste dont disposent les militaires de gens à abattre, c'est une opération qui vise à terroriser, et on l'espère à ce moment-là, du côté français, une bonne fois pour toutes, ces villageois, et à les dissuader de continuer à être des supports logistiques des maquisards. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu aussi ce phénomène de dénuder ces femmes, les ramener dans une mosquée, les dénuder, parfois les violer. Dans la préface de ce livre, Edoui Plenel compare une fois de plus à Oradour-sur-Glane. Est-ce que vous ferez aussi cette comparaison ? Oui, bien sûr. Alors, bien évidemment. Vous savez, la comparaison des crimes coloniaux, pas seulement de ceux de la guerre d'indépendance, mais dès le 8 mai 1945, en France, la comparaison avec Oradour-sur-Glane, on l'entend à l'Assemblée nationale, on la lit dans la presse, elle est totalement banale. Et c'est assez symptomatique du déni, de la bonne conscience un peu faite de mauvaise foi, d'ignorance, on ne sait pas très bien, qui règne actuellement toujours aussi longtemps après sur ce qui s'est passé, que d'avoir créé une polémique ridicule à propos des propos d'apathie. Voilà. Je reviens vers vous, Safia Kessas. Qu'en pensez-vous ? Vous dites que votre but n'est pas de politiser cette histoire, même si elle est parfois récupérée par des politiques. On l'a vu avec justement Jean-Michel Apathy et la comparaison de massacres et de crimes coloniaux à Oradour-sur-Glane. Empêcher qui que ce soit de faire de la récupération politique. Je pense que ça concerne les personnes que ça concerne. En tout cas, nous, notre démarche, elle était très, très claire, elle est limpide, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'agenda. Notre démarche, c'est une démarche de vérité, c'est d'écouter les survivantes, les survivants, ceux qui sont encore là. Et je pense que ce livre, c'est surtout ça, c'est une reconnaissance de ce qui a été tué et d'arriver vraiment à le démontrer de façon extrêmement factuelle, sans aucune instrumentalisation. Et moi, ce qui me semble aussi vraiment aujourd'hui important, c'est de regarder les choses en face telles qu'elles sont, c'est-à-dire ce sont des crimes de guerre. Et on entend encore trop souvent qu'il faut avancer, qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'on avancera le jour aussi où la violence post-coloniale, en tout cas qui est celle du déni, elle sera aussi terminée et que l'écoute sera également libérée. Alors,
Alors justement, je vais vous poser la question sur ces victimes, ces femmes victimes de viol. On en parle peu, ça a été longtemps tabou et là, il y a eu cette libération de la parole. Ces femmes, vous le dites, elles ont utilisé le viol comme arme de guerre. On en parle très souvent dans notre journal, notamment en République démocratique du Congo. Il est fait pour détruire le tissu social, pour détruire les sociétés. Et là, vous dites que les femmes ont utilisé le silence comme une arme justement pour protéger le tissu social et c'était leur résistance à elle. Oui, absolument, c'est ce qu'elles nous ont raconté. Bon, ben d'abord, il y en a certaines, il y a des témoignages qui convergent vers certaines femmes qui, elles, ont décidé de mettre fin à leur jour, donc c'est quand même pas rien. Il y a d'autres témoignages, elles nous ont dit, en nous regardant, en fait, ça s'est passé, et le lendemain, on n'en a plus parlé, on a continué, parce qu'il fallait continuer, parce qu'il fallait protéger la société. On le sait, c'est une destruction symbolique du corps social. C'est une destruction de l'honneur, en tout cas de ce qui reste au sein des villages. Et quelque part, on peut dire aussi que ça a fonctionné, puisque pendant 70 ans, elles se sont tues, et c'est elles qui ont porté la honte. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte pour elles, c'est ce qu'on appelle ce fameux retournement du stigmate, d'être quelque part entendu et de faire reconnaître cette vérité, et je pense aussi sans rien attendre. Alors très rapidement, Fabrice Rispouti, est-ce que vous pensez qu'on doit parler de chaque massacre, chaque crime, que chaque révélation met son pierre à l'édifice pour justement faire ce travail de mémoire en tant qu'historien? Oui, bien sûr. Écoutez, le travail qu'on a fait, il n'est pas le premier de ce genre. Il a été fait d'une certaine manière par exemple par Claire Moscopo il y a quelques années. Mais encore une fois, la guerre telle qu'elle s'est déroulée dans les campagnes algériennes, c'est encore un terrain, pas vierge, je serais très exagéré de le dire, mais enfin, qui reste à explorer. Et moi, j'ai pu constater que chez les concernés, que nous sommes allés voir, il y a un fort désir, non pas de provoquer une quelconque repentance, je ne sais quoi, mais de reconnaissance de la vérité de ce qui leur est arrivé. Merci beaucoup. Merci Fabrice Rispouti, historien. Merci Safia Kessas, journaliste documentariste, d'être venue nous parler de ce livre Massacre en Kabylie, un livre à lire. Et puis vous pourrez également lire l'article de notre consoeur Assia Hamza sur le site de France 24, france24.com. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.